ton cerveau invente le monde. Pas métaphoriquement, pas dans un sens poétique, littéralement. Chaque couleur que tu vois, chaque son que tu entends, chaque texture que tu touches n'existe pas comme tu le crois. Ce ne sont pas des informations qui entrent passivement dans ton cerveau. Ce sont des prédictions actives que ton cerveau génère avant même que tes sens capturent quoi que ce soit. Et si je te dis que là a maintenant des preuves concrètes de cela, que des équations mathématiques décrivent de précisément comment ton cerveau minimise l'incertitude comme une loi thermodynamique, alors tout ce que tu penses savoir sur toi-même doit être repensé. Voici la promesse de cette vidéo. Tu vas comprendre le principe de l'énergie libre et la perception prédictive, non pas comme des théories abstraites, mais comme le mécanisme exact qui construit ta réalité à chaque instant. 2 boucles de curiosité vont structurer ce voyage. Boucle numéro 1. Le résultat surprenant. Pourquoi ton cerveau prédit-il systématiquement avant de percevoir? Et qu'est-ce que cela révèle sur la même de ta conscience? Boucle numéro 2. Le twist contre-intuitif. Si ton cerveau invente le monde pour minimiser la surprise, alors qu'arrive-t-il quand la prédiction échoue? Les réponses vont dissoudre la frontière entre perception et hallucination. L'enjeu personnel est radical. Si cette théorie est vraie, alors tu ne vis pas dans le monde réel. Tu vis dans un modèle prédictif constamment mis à jour. Si elle est fausse, alors toute ta compréhension de la conscience reste intacte mais incomplète. La différence entre ces 2 options change tout. Voici la feuille de route. D'abord, nous allons définir ce qu'est vraiment un cerveau prédictif et pourquoi l'énergie libre n'est pas une métaphore, mais une quantité mesurable. Ensuite, nous plongerons dans les mécanismes. Comment fonctionne l'erreur de prédiction? Pourquoi ton cerveau agit comme un système thermodynamique? Et ce que les neurosciences ont découvert sur ce processus. Enfin, nous explorerons les implications concrètes. Ce que cela signifie pour ta perception quotidienne, comment tu peux observer ce mécanisme en temps réel, et pourquoi cette compréhension ouvre une porte vers quelque chose de plus profond encore. Avant de plonger plus loin, si cette ouverture a déjà déclenché quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne El Observador Quantico. Ici, nous explorons les intersections entre neurosciences, physique et conscience, toujours avec rigueur et clarté. Et maintenant, laisse-moi un commentaire. Depuis quel pays nous regardes-tu en ce moment? Je suis curieux de savoir où se trouvent ceux qui questionnent la de leur propre réalité. Revenons à l'essentiel. Imagine que tu es dans une pièce faiblement éclairée. Tu aperçois une forme sombre dans un coin. Instantanément, ton cerveau génère une hypothèse. C'est peut-être une veste suspendue ou peut-être quelqu'un immobile. Ton cœur accélère légèrement. Tu allumes la lumière. C'était effectivement une veste. Mais voici le détail crucial. Pendant les quelques secondes dans l'obscurité, ton cerveau n'attendait pas passivement l'information visuelle. Il prédisait activement ce que la forme pouvait être, en fonction de tes expériences passées, du contexte de la pièce, de ton état émotionnel. Quand la lumière s'est allumée, ton cerveau n'a pas simplement vu la veste. Il a comparé sa prédiction avec les données sensorielles et a minimisé l'écart entre les deux. Ce processus s'appelle la minimisation de l'erreur de prédiction et il se déroule des milliards de fois par seconde dans ton cerveau, pour chaque modalité sensorielle, à chaque instant de ta vie éveillée. Le principe de l'énergie libre, formalisé par le neuroscientifique Carl Friston, propose quelque chose de vertigineux. Ton cerveau ne cherche pas à représenter fidèlement le monde extérieur. Il cherche à minimiser la surprise. La surprise, dans ce contexte, n'est pas une émotion.
C'est une quantité mathématique précise, l'écart entre ce que ton cerveau prédit et ce que tes sens rapportent. Moins il y a de surprises, moins ton cerveau dépense d'énergie libre, un terme emprunté à la thermodynamique. Ton cerveau fonctionne donc comme un système qui cherche constamment à réduire l'incertitude, exactement comme un gaz cherche à minimiser son énergie libre pour atteindre l'équilibre. Mais attention, cette théorie ne dit pas que le monde extérieur n'existe pas. Elle dit que tu n'y as jamais accès directement. Tu n'accèdes qu'à ton modèle prédictif du monde, constamment ajusté par les erreurs de prédiction. Voici une analogie qui clarifie tout. Ton cerveau est comme un scientifique isolé dans un laboratoire sans fenêtre. Il ne peut pas sortir pour observer directement le monde. Tout ce qu'il reçoit, ce sont des signaux bruts transmis par des capteurs à l'extérieur. À partir de ces signaux incomplets et bruités, il doit construire un modèle cohérent de ce qui se passe dehors. Mais plutôt que d'attendre passivement les signaux, ce scientifique fait constamment des hypothèses sur l'état du monde extérieur. Puis, il compare ces hypothèses aux signaux entrants. Quand il y a une différence, il ajuste son modèle. Ce cycle d'hypothèses, de comparaison et d'ajustement, c'est exactement ce que fait ton cerveau. La limite de cette analogie. Le scientifique a conscience de son isolement. Toi, tu vis dans le modèle sans savoir que c'est un modèle. Mais alors, voici la question qui ouvre tout. Si ton cerveau prédit avant de percevoir, et si ce que tu appelles réalité est en fait un modèle prédictif constamment mis à jour, alors où se trouve la frontière entre perception normale et hallucination? Cette question va nous guider à travers les prochains chapitres et la réponse va dissoudre des certitudes que tu pensais inébranlables. Définissons maintenant avec précision ce qu'est un cerveau prédictif. Ce n'est pas une machine qui attend passivement les informations sensorielles pour construire une image du monde. C'est un générateur actif d'hypothèses qui anticipe constamment ce qui va se passer dans les prochaines millisecondes. Chaque région de ton cortex cérébral génère des prédictions sur ce que les régions inférieures vont lui transmettre. Quand les données sensorielles arrivent, elles ne montent pas simplement vers les centres de traitement supérieurs. Elles sont comparées aux prédictions descendantes, et seule la différence, l'erreur de prédiction, remonte vers le haut. Ce système fonctionne en boucle permanente, prédiction descendante, données montantes, erreurs calculées, modèle ajusté, nouvelle prédiction. C'est ce qu'on appelle le codage prédictif, et c'est le mécanisme fondamental qui sous-tend toute ta perception. Le principe de l'énergie libre ajoute une couche mathématique à cette compréhension. Carl Friston a montré que le cerveau peut être modélisé comme un système qui minimise une quantité appelée énergie libre variationnelle. Cette énergie libre mesure essentiellement l'écart entre le modèle interne que ton cerveau entretient et les données sensorielles qu'il reçoit. Minimiser cette énergie revient à minimiser la surprise. Ton cerveau cherche donc à rendre le monde aussi prévisible que possible, non pas en changeant le monde lui-même, mais en affinant constamment son modèle interne. Quand une surprise surgit, ton cerveau a deux options. Soit il met à jour son modèle pour intégrer la nouvelle information, soit il agit sur le monde pour le rendre conforme à ses prédictions. Cette deuxième option s'appelle l'inférence active, et c'est ainsi que naît l'action volontaire. Mais posons une limite claire. Cette théorie ne prétend pas que ton cerveau invente arbitrairement n'importe quelle réalité. Elle ne dit pas que tu peux décider consciemment de voir des licornes dans ta chambre et que ton cerveau va créer cette hallucination. Ce que la théorie affirme, c'est que ton cerveau utilise ses expériences passées et ses attentes
pour interpréter activement les signaux sensoriels bruts qui, seuls, seraient ambigus et insuffisants. Le monde extérieur impose des contraintes fortes. Ton cerveau doit respecter ces contraintes pour survivre. Mais dans les marges d'ambiguïté, et ces marges sont beaucoup plus larges que tu ne le crois, ton cerveau remplit les blancs avec ses prédictions. La perception n'est donc pas une photographie passive du réel. C'est une hallucination contrôlée par les données sensorielles. Voici une analogie pour rendre cela tangible. Imagine que tu écoutes une chanson que tu connais par cœur, mais avec beaucoup de parasites et de coupures dans le signal audio. Même avec la moitié des notes manquantes, tu peux encore reconnaître la mélodie, anticiper les notes suivantes et même avoir l'impression de les entendre clairement alors qu'elles sont absentes du signal. Ton cerveau remplit les trous en utilisant sa connaissance préalable de la chanson. C'est exactement ce qu'il fait en permanence avec toutes tes perceptions. Les signaux sensoriels sont bruités, incomplets, ambigus. Ton cerveau les complète avec ses prédictions basées sur l'expérience. La limite de cette analogie, dans le cas de la chanson, tu sais consciemment que tu reconnais quelque chose de familier. Dans la perception quotidienne, ce processus est totalement inconscient et tu vis dans le résultat final comme s'il était la réalité brute. Maintenant, voici une micro-histoire qui va cristalliser cette compréhension. Imagine que tu marches dans une forêt au crépuscule. Tu entends un bruissement dans les feuilles derrière toi. Instantanément, ton cerveau génère plusieurs hypothèses concurrentes. Un écureuil, le vent, peut-être un prédateur. Chaque hypothèse vient avec une prédiction de ce qui devrait suivre. Si c'est un écureuil, tu devrais entendre un mouvement rapide et léger. Si c'est le vent, le bruissement devrait être diffus et irrégulier. Si c'est un prédateur, il pourrait y avoir un silence soudain suivi d'un mouvement calculé. Ton cerveau attend les prochaines données sensorielles pour comparer avec ses prédictions. Un deuxième bruissement arrive, plus lourd, plus proche. L'hypothèse écureuil est abandonnée. Ton cœur accélère. Ton cerveau met à jour son modèle. Probabilité de prédateur augmentée. Tes sens s'aiguisent. Tu te retournes lentement. C'était un chevreuil qui s'éloigne tranquillement. Erreur de prédiction massive. Ton cerveau ajuste instantanément. La peur se dissipe. Ce cycle entier, de la première prédiction à l'ajustement final, a pris quelques secondes. Mais il illustre parfaitement comment ton cerveau ne perçoit pas le monde. Il le prédit, teste ses prédictions et ajuste son modèle en temps réel. Alors, voici la question pont qui va nous propulser dans le prochain chapitre. Si ton cerveau fonctionne par prédiction constante, et si chaque perception est une hypothèse testée contre les données sensorielles, qu'arrive-t-il quand l'erreur de prédiction devient trop grande pour être ignorée? Qu'arrive-t-il quand ton modèle interne et la réalité extérieure divergent de manière critique? La réponse à cette question va révéler pourquoi certaines personnes voient des choses qui n'existent pas, pourquoi d'autres ne voient pas des choses qui existent, et pourquoi la frontière entre perception et hallucination est beaucoup plus fragile que tu ne l'imagines. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre le mécanisme exact de l'erreur de prédiction et pourquoi il change absolument tout. Entrons maintenant dans le cœur du mécanisme. L'erreur de prédiction n'est pas un bug dans ton système perceptif. C'est le signal le plus précieux que ton cerveau puisse recevoir. Chaque fois qu'il y a un écart entre ce que ton cerveau prédisait et ce que tes sens rapportent, cette différence est calculée avec une précision neuronale extraordinaire. Cette erreur remonte alors dans la hiérarchie corticale, région par région, jusqu'à ce qu'un niveau supérieur trouve une explication cohérente
qui minimise la surprise globale. Si l'explication est trouvée, ton modèle interne s'ajuste légèrement et la vie continue. Si l'erreur est trop massive, si aucune explication cohérente ne peut être trouvée dans ton répertoire d'expériences, alors quelque chose de beaucoup plus radical doit se produire. Soit ton cerveau reconstruit une partie importante de son modèle du monde, ce qui correspond à un moment d'apprentissage profond. Soit il rejette les données sensorielles comme aberrantes et maintient sa prédiction initiale, ce qui peut mener à des distorsions perceptives sérieuses. Voici les 3 étapes du traitement prédictif qui structurent chaque instant de ta perception. Première étape, génération de la prédiction. Ton cerveau utilise son modèle actuel du monde pour anticiper ce qui devrait se passer dans les prochaines millisecondes. Cette prédiction descend depuis les régions corticales supérieures vers les régions sensorielles primaires. Deuxième étape, comparaison avec les données. Les signaux sensoriels bruts arrivent des récepteurs périphériques et sont comparés à la prédiction descendante. L'écart entre les deux génère le signal d'erreur de prédiction. Troisième étape, minimisation de l'erreur. Le cerveau a maintenant 2 options. Option A, mettre à jour le modèle interne pour qu'il corresponde mieux aux données sensorielles. Option B, agir sur le monde pour le rendre conforme à la prédiction. La plupart du temps, c'est l'option A qui domine. Mais quand tu bouges ton bras, tournes ta tête ou prononces une phrase, c'est l'option B qui opère. Ton cerveau prédit l'état sensoriel qui résulterait de l'action, puis envoie les commandes motrices pour réaliser cette prédiction. L'action volontaire est donc une forme de minimisation de l'erreur de prédiction. Maintenant, voici le premier e-hook qui va approfondir tout ce que nous venons de voir. Si ce mécanisme d'erreur de prédiction sous-tend vraiment toute ta perception, alors cela signifie que ton cerveau passe son temps à parier sur ce qui va se passer ensuite. Chaque prédiction est un pari, et comme tout parieur rationnel, ton cerveau doit estimer la fiabilité de ses paris. C'est ici qu'intervient un concept crucial, la précision estimée. Ton cerveau ne traite pas toutes les erreurs de prédiction de la même manière. Il pondère chaque erreur par sa confiance dans la fiabilité des données sensorielles versus la fiabilité du modèle interne. Dans un environnement bruyant et chaotique, ton cerveau accorde moins de poids aux erreurs sensorielles et maintient ses prédictions. Dans un environnement stable et prévisible, il accorde plus de poids aux données et ajuste rapidement son modèle. Cette pondération dynamique de la précision explique pourquoi tu peux ignorer des distractions mineures quand tu te concentres, mais aussi pourquoi certaines personnes développent des troubles perceptifs quand ce système de pondération se dérègle. Passons maintenant au premier cas concret qui va ancrer tout cela dans la réalité expérimentale. En 2014, une équipe de neuroscientifiques a réalisé une expérience élégante avec l'illusion du bras en caoutchouc. Les participants placent leurs bras réels hors de vue et observent un bras en caoutchouc positionné devant eux. L'expérimentateur caresse simultanément le bras réel caché et le bras en caoutchouc visible avec un pinceau. Après quelques minutes de cette stimulation synchrone, quelque chose d'étrange se produit. Les participants commencent à ressentir les caresses sur le bras en caoutchouc comme si c'était leur propre bras. Ils rapportent une sensation de propriété corporelle envers un objet inanimé. Mais voici le détail crucial. Pendant cette illusion, les scans cérébraux montrent que le cerveau a mis à jour son modèle de l'emplacement du bras. Il a minimisé l'erreur de prédiction en intégrant les données visuelles et tactiles dans un nouveau modèle cohérent, même si ce modèle place le bras du participant dans un endroit impossible. Le cerveau a littéralement réécrit la réalité de la propriété corporelle
pour minimiser la surprise globale. Voici l'analogie qui clarifie ce mécanisme. Imagine un orchestre où chaque musicien joue sa partition en écoutant simultanément les autres. Si un violoniste commence légèrement en avance, les autres musiciens détectent la désynchronisation. Soit le violoniste ajuste son tempo pour se réaligner, soit les autres ajustent le leur si le violoniste est le chef de section. Le résultat final est un orchestre synchronisé où personne ne joue exactement ce qui était écrit au départ, mais où tout le monde minimise l'écart avec les autres. Ton cerveau fonctionne exactement ainsi. Chaque région sensorielle et motrice ajuste constamment ses prédictions en fonction des erreurs détectées dans les autres régions. La limite de cette analogie, les musiciens ont conscience du processus d'ajustement. Ton cerveau effectue ces ajustements des milliards de fois par seconde sans que tu en aies la moindre conscience. Mais alors, surgit un contre-argument légitime. Si le cerveau peut ajuster sa perception pour minimiser l'erreur de prédiction, pourquoi ne vivons-nous pas tous dans des hallucinations totalement déconnectées du monde réel? Pourquoi nos perceptions restent-elles généralement fiables et cohérentes avec celles des autres? La réponse réside dans les contraintes imposées par les données sensorielles. Le monde extérieur n'est pas infiniment malléable. Les objets solides résistent. La gravité tire vers le bas. Les surfaces réfléchissent la lumière selon des lois physiques fixes. Ces contraintes du monde réel imposent des limites strictes sur les modèles que ton cerveau peut construire. Un modèle qui violerait systématiquement ces contraintes générerait des erreurs de prédiction massives et insoutenables. Ton cerveau doit donc construire des modèles qui respectent la structure causale du monde physique. C'est cet ancrage dans les contraintes réelles qui maintient ta perception dans les limites de l'intersubjectivité partagée. Voici maintenant le deuxième Ray-hook qui va ouvrir la prochaine dimension. Le détail que personne ne te dit sur l'erreur de prédiction, c'est qu'elle ne remonte pas uniformément dans ton cerveau. Certaines régions sont spécialisées dans la détection de types spécifiques d'erreurs. Certaines erreurs sont traitées rapidement et localement. D'autres déclenchent des cascades d'ajustements qui propagent à travers tout le cortex. Et dans certains cas pathologiques, le système qui régule la précision estimée des prédictions se dérègle complètement. Quand cela arrive, les prédictions deviennent trop rigides ou trop flexibles. Trop rigides, et tu ne peux plus mettre à jour ton modèle face aux données nouvelles. Trop flexible, et chaque donnée sensorielle déclenche une révision massive de ta compréhension du monde. Ces deux extrêmes correspondent à des troubles neuropsychiatriques réels et documentés. Mais avant d'explorer ces pathologies, nous devons comprendre pourquoi ton cerveau fonctionne comme un système thermodynamique qui cherche à minimiser une quantité physique précise. C'est là que le principe de l'énergie libre révèle sa profondeur mathématique stupéfiante. Le principe de l'énergie libre de Friston n'est pas une métaphore poétique sur le cerveau. C'est une théorie mathématique rigoureuse qui décrit ton cerveau comme un système physique soumis aux mêmes lois thermodynamiques qu'un gaz dans une boîte ou une goutte d'eau qui s'évapore. Pour comprendre cela, nous devons d'abord saisir ce qu'est l'énergie libre en physique classique. En thermodynamique, l'énergie libre mesure la quantité de travail qu'un système peut fournir. Un système cherche naturellement à minimiser son énergie libre pour atteindre un état d'équilibre. Quand un gaz se détend dans une chambre, il minimise son énergie libre. Quand de la chaleur se diffuse d'un objet chaud vers un objet froid, le système combiné minimise son énergie libre. C'est une loi fondamentale de les systèmes physiques évoluent vers des états de moindre énergie libre.
Friston a montré que ton cerveau suit exactement le même principe, mais appliqué à l'information plutôt qu'à la chaleur ou au travail mécanique. Voici comment cela fonctionne pour ton cerveau. L'énergie libre variationnelle que ton cerveau cherche à minimiser est une mesure mathématique de l'écart entre deux choses. D'un côté, il y a le modèle interne que ton cerveau entretient sur l'état du monde. De l'autre, il y a les données sensorielles brutes que tes récepteurs transmettent. Plus ces deux distributions de probabilités sont différentes, plus l'énergie libre est élevée. Minimiser cette énergie libre revient donc à rendre ton modèle interne aussi cohérent que possible avec les données sensorielles. Mais attention, et c'est crucial, ton cerveau ne peut pas accéder directement à la vraie distribution de probabilités du monde extérieur. Il ne peut accéder qu'à ses propres données sensorielles, qui sont toujours partielles et bruitées. Ton cerveau doit donc construire le meilleur modèle possible du monde en utilisant uniquement les indices indirects que lui fournissent ses sens. C'est ce qu'on appelle l'inférence variationnelle. Et c'est exactement le processus que ton cerveau exécute en permanence. Mais pourquoi minimiser la surprise est-il équivalent à minimiser l'énergie libre? La réponse mathématique est élégante. La surprise, dans ce contexte technique, mesure à quel point un événement sensoriel est improbable selon ton modèle actuel du monde. Si ton cerveau a un bon modèle, les événements que tu rencontres devraient être prévisibles, donc peu surprenants. Si ton modèle est mauvais, le monde te bombardera constamment d'événements surprenants. Or, il se trouve que la surprise moyenne à long terme est directement liée à l'énergie libre du système. Un cerveau qui minimise son énergie libre minimise aussi la surprise qu'il rencontre dans le monde. Et un organisme qui minimise la surprise sur le long terme a beaucoup plus de chances de survivre, car il navigue dans un monde qu'il comprend et peut prédire. C'est ainsi que le principe de l'énergie libre relie la thermodynamique, l'inférence probabiliste et la survie biologique dans une seule équation mathématique cohérente. Maintenant, voici le détail que personne ne te révèle dans les vulgarisations simplistes du principe de l'énergie libre. Minimiser l'énergie libre ne signifie pas que ton cerveau cherche à éliminer toute surprise. Une surprise nulle signifierait un monde parfaitement prévisible, ce qui impliquerait aussi un monde sans nouveauté, sans apprentissage, sans exploration. Ton cerveau doit naviguer entre deux extrêmes dangereux. D'un côté, trop de surprises signifie que ton modèle du monde est inadéquat et que tu ne peux pas prédire ce qui va t'arriver. C'est le chaos. De l'autre côté, zéro surprise signifie que tu es dans un environnement totalement stagnant où rien de nouveau ne peut être appris. C'est la stagnation. Le sweet spot se trouve entre les deux. Un niveau optimal de surprise qui permet l'apprentissage sans submerger le système. Ce niveau optimal s'appelle la surprise attendue et c'est ce que ton cerveau cherche à maintenir. Quand tu explores un nouvel environnement, ton cerveau tolère temporairement une surprise élevée parce qu'il sait que cette exploration va améliorer son modèle à long terme. Quand tu es dans un environnement familier, ton cerveau minimise agressivement toute surprise pour économiser de l'énergie cognitive. Voici une nouvelle analogie qui va cristalliser cette compréhension thermodynamique. Imagine une goutte d'huile flottant à la surface de l'eau. Cette goutte maintient sa forme sphérique en minimisant son énergie de surface. Elle ne peut pas se dissoudre dans l'eau car cela augmenterait massivement son énergie libre. Elle reste donc cohérente, séparée de l'environnement, mais en interaction constante avec lui. Ton cerveau, et plus largement ton organisme entier, fonctionne exactement comme cette goutte d'huile. Il doit maintenir une frontière entre lui-même et le monde extérieur,
ce qu'on appelle une frontière de Markov en théorie de l'information. Pour maintenir cette frontière, pour rester cohérent et ne pas se dissoudre dans le chaos de l'environnement, ton organisme doit minimiser constamment son énergie libre. Cela signifie construire et maintenir un modèle interne du monde qui lui permet de prédire et de contrôler les flux d'énergie et d'informations qui traversent sa frontière. La limite de cette analogie. La goutte d'huile n'a pas de modèle interne. Elle maintient sa cohérence par des forces chimiques passives. Ton cerveau maintient sa cohérence par inférence active et construction de modèles prédictifs. Mais alors, voici le pivot conceptuel qui va nous propulser vers la deuxième boucle de curiosité. Si ton cerveau fonctionne vraiment comme un système thermodynamique qui minimise l'énergie libre, alors la surprise n'est pas un sentiment subjectif. C'est une quantité physique mesurable qui a des conséquences causales, directes sur ton comportement et ta perception. La surprise est littéralement de l'énergie libre, non minimisée, et ton cerveau va faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire cette énergie. Cela inclut des stratégies que tu ne soupçonnerais jamais. Quand ton cerveau ne peut pas changer son modèle pour correspondre aux données, parce que les données sont trop aberrantes ou que le modèle est trop rigide, il a une autre option. Il peut changer sa manière d'échantillonner les données sensorielles. Il peut diriger ton attention vers les aspects du monde qui confirment ses prédictions et ignorer ceux qui les contredisent. Il peut augmenter la précision estimée de ses prédictions et diminuer celle des données sensorielles, transformant effectivement les perceptions aberrantes en bruit à ignorer. C'est ici que nous touchons au cœur du twist contre-intuitif. La surprise, en tant que quantité thermodynamique, n'est pas seulement minimisée par l'apprentissage et l'ajustement du modèle. Elle est aussi minimisée par des stratégies qui peuvent distordre ta perception de la réalité. Ton cerveau peut littéralement refuser de voir ce qui contredit trop fortement ses prédictions. Il peut halluciner des patterns là où il n'y en a pas pour réduire l'incertitude. Il peut interpréter des stimuli ambigus de manière à confirmer ses attentes préexistantes. Tout cela découle mathématiquement du principe de minimisation de l'énergie libre. Ce n'est pas un défaut. C'est une conséquence nécessaire du fait que ton cerveau fonctionne comme un système thermodynamique qui doit maintenir sa cohérence interne. La question devient alors, quand ces stratégies de minimisation de la surprise franchissent-elles la frontière entre perception normale et perception pathologique? La réponse va nous mener vers des territoires où la distinction entre voir le monde et inventer le monde devient dangereusement floue. Voici maintenant la fermeture de la boucle de curiosité numéro 2, le twist contre-intuitif que nous avons annoncé au début. Quand les prédictions de ton cerveau échouent de manière critique, quand l'erreur de prédiction devient trop massive pour être ignorée ou intégrée facilement, ton cerveau ne se contente pas de mettre à jour son modèle. Il peut entrer dans des modes de fonctionnement radicalement différents qui révèlent la fragilité de ce que nous appelons perception normale. Les hallucinations, les délires, certaines formes de synesthésie et même les expériences mystiques partagent toutes une caractéristique commune. Ce sont des états où le système de minimisation de l'énergie libre a trouvé des solutions alternatives pour réduire la surprise, des solutions qui divergent de l'intersubjectivité consensuelle que nous appelons réalité. Et le détail stupéfiant, c'est que ces états pathologiques nous révèlent comment fonctionne la perception normale. Ils ne sont pas des dysfonctionnements aléatoires. Ils sont des variations prévisibles qui émergent quand certains paramètres du système de prédiction se dérèglent de manière spécifique. Commençons par les hallucinations visuelles dans la schizophrénie. Pendant des décennies, on pensait que les hallucinations étaient causées par un excès de dopamine qui suractivait certaines régions cérébrales.
Mais le cadre de l'énergie libre offre une explication plus profonde et plus précise. Les personnes qui hallucinent ont un système de pondération de la précision qui est déréglé. Leur cerveau accorde trop de poids à ses prédictions internes et pas assez aux données sensorielles réelles. Résultat, les prédictions deviennent si fortes qu'elles sont perçues comme des perceptions réelles, même en l'absence de stimuli externes correspondants. Le cerveau prédit qu'il va voir une personne dans la pièce, et cette prédiction est si précise, si fortement pondérée, qu'elle génère une expérience perceptive complète. Les données sensorielles qui contredisent cette prédiction, le fait qu'il n'y a personne là, sont traitées comme du bruit insignifiant. C'est une minimisation pathologique de l'énergie libre. Le cerveau réduit la surprise en rendant ses prédictions plus réelles que la réalité elle-même. Mais voici le cas numéro 2 qui va approfondir cette compréhension depuis un angle complètement différent. La synesthésie, cette condition où les sens se croisent de manière inhabituelle, où certaines personnes voient des couleurs quand elles entendent de la musique ou goûtent des formes géométriques. Pendant longtemps, on pensait que c'était causé par des connexions neuronales anormales entre régions sensorielles. C'est partiellement vrai, mais incomplet. Le cadre prédictif révèle quelque chose de plus subtil. Les synesthètes ont des prédictions croisées entre modalités sensorielles. Leur cerveau prédit que certains sons devraient être accompagnés de certaines couleurs. Quand le son arrive, la prédiction de couleur est si forte qu'elle génère une expérience visuelle réelle. Mais contrairement aux hallucinations schizophréniques, ces prédictions croisées sont stables, cohérentes et reproductibles. Le synesthète voit toujours la même couleur pour la même note de musique. Son cerveau a trouvé un modèle du monde qui minimise l'énergie libre de manière cohérente, même si ce modèle diverge du consensus perceptif normal. La synesthésie n'est donc pas un bug. C'est une solution alternative au problème de la minimisation de l'énergie libre. Prenons maintenant un troisième exemple qui va rendre tout cela encore plus tangible. Les hallucinations induites par la privation sensorielle. Quand tu es placé dans un environnement totalement silencieux et sombre pendant plusieurs heures, ton cerveau commence à halluciner. Tu commences à voir des lumières, des formes, des patterns là où il n'y en a pas. Tu commences à entendre des sons, des voix, des mélodies dans le silence absolu. Pourquoi? Parce que ton cerveau est un générateur actif de prédictions qui ne peut pas s'arrêter. En l'absence de données sensorielles pour contraindre et corriger ces prédictions, elles continuent de circuler dans les boucles corticales et deviennent de plus en plus fortes. Sans erreur de prédiction pour les tempérer, ces prédictions atteignent un niveau de précision estimé si élevé qu'elles franchissent le seuil de la perception consciente. Tu commences littéralement à percevoir tes propres prédictions. C'est la preuve directe que ce que tu appelles perception normale est un équilibre délicat entre prédictions descendantes et données sensorielles montantes. Enlève l'un des deux pôles et l'autre prend le contrôle total. Mais alors surgit la question réflexive qui personnalise toutes ces implications. Combien de tes certitudes quotidiennes sont des perceptions pures et combien sont des prédictions confirmées? Quand tu reconnais le visage d'un ami dans la foule, ton cerveau a déjà prédit que ce visage serait là avant même que tes yeux aient capturé tous les détails. Quand tu comprends une phrase dans une conversation bruyante, ton cerveau a rempli les mots manquants avec ses prédictions basées sur le contexte. Quand tu navigues dans ta maison dans la pénombre, tu ne vois pas vraiment les meubles avec précision. Tu reconnais des formes approximatives et ton cerveau complète les détails avec ses prédictions basées sur ta mémoire de l'espace. La frontière entre voir et prédire, voir est beaucoup plus floue que tu ne l'imagines.
Peut-être que 80% de ce que tu crois percevoir directement est en fait une construction prédictive que ton cerveau génère et que tes sens se contentent de confirmer grossièrement. Voici maintenant une implication encore plus vertigineuse. Si les hallucinations sont des prédictions trop fortes et les perceptions normales sont des prédictions bien calibrées, alors qu'est-ce qui définit la frontière exacte entre les deux? La réponse n'est pas absolue. Elle est contextuelle et culturelle. Dans certaines traditions spirituelles, voir des entités non physiques ou entendre des voix intérieures est considéré comme un signe de connexion mystique légitime. Dans le paradigme psychiatrique occidental, ce sont des symptômes de psychose. Mais du point de vue du principe de l'énergie libre, ces deux interprétations décrivent le même mécanisme sous-jacent. Un cerveau qui minimise la surprise en pondérant fortement ses prédictions internes. Ce qui change, c'est le contexte social qui valide ou invalide cette expérience. Un chaman qui dialogue avec des esprits et un patient schizophrène qui entend des voix utilisent peut-être exactement les mêmes circuits neuronaux de prédiction. La différence n'est pas neurobiologique, elle est culturelle et fonctionnelle. Le chaman a intégré ses prédictions dans un cadre culturel qui les rend utiles et significatives. Le patient schizophrène subit ces prédictions comme des intrusions chaotiques qui détruisent sa fonctionnalité sociale. Cette réalisation nous amène au seuil d'une question encore plus profonde. Si ton cerveau peut minimiser l'énergie libre en ajustant la pondération de ses prédictions versus ses données sensorielles, et si cet ajustement peut produire toute la gamme des expériences de la perception normale aux hallucinations pathologiques, alors existe-t-il un moyen d'intervenir volontairement sur ce processus? Peux-tu apprendre à observer tes propres prédictions en temps réel? Peux-tu choisir consciemment de pondérer différemment tes modèles internes et tes données sensorielles? La réponse à ces questions va nous propulser vers le domaine de l'application pratique, là où la théorie devient un outil de transformation personnelle. La compréhension théorique du cerveau prédictif ne vaut rien si elle reste abstraite. Maintenant que tu comprends que ta perception est une construction prédictive constamment mise à jour, la question devient pratique et immédiate. Comment peux-tu observer ce processus en temps réel? Comment peux-tu intervenir consciemment sur tes propres boucles de prédiction? Voici une pratique mentale en 3 étapes qui va transformer ta relation à ta propre perception. Première étape, remarquer. Deuxième étape, tester. Troisième étape, réinterpréter. Ces 3 mouvements forment un cycle que tu peux répéter indéfiniment pour affiner ta conscience du processus prédictif qui construit ton expérience moment après moment. Ce n'est pas une méditation vague, c'est une investigation précise des mécanismes qui génèrent ta réalité subjective. Commençons par la première étape. Remarquer. Choisis un moment dans ta journée où tu es dans un environnement familier, peut-être ta cuisine ou ton salon. Ferme les yeux pendant 30 secondes. Pendant ce temps, ton cerveau continue de générer des prédictions sur l'état de la pièce. Où se trouvent les meubles? Quelle est la luminosité? Quels sons de fond tu devrais entendre? Maintenant, ouvre les yeux et observe ta première milliseconde de perception. Ce que tu remarques en premier n'est pas nécessairement ce qui est visuellement le plus saillant. C'est ce que ton cerveau prédisait avec le plus de précision. Peut-être que tu remarques immédiatement un objet qui a été déplacé depuis la dernière fois. Cette remarque instantanée n'est pas une perception passive. C'est une erreur de prédiction massive qui remonte dans ta hiérarchie corticale. Ton cerveau avait prédit que l'objet serait à sa place habituelle. La donnée sensorielle contredit cette prédiction. L'écart est si grand qu'il capture ton attention consciente.
En remarquant ce processus, tu commences à voir la couture entre prédiction et perception. Passons maintenant à la deuxième étape, tester. Une fois que tu as identifié une prédiction automatique, tu peux la tester en changeant volontairement ton contexte interne. Voici un exercice concret. Regarde un objet familier dans ta pièce, disons une chaise. Ton cerveau a un modèle détaillé de cette chaise, sa forme, sa couleur, sa texture, sa fonction. Maintenant, génère volontairement une prédiction alternative. Imagine que cette chaise est faite d'un matériau complètement différent, disons de la glace transparente. Maintiens cette imagination active pendant quelques secondes tout en regardant la chaise réelle. Observe ce qui se passe dans ton expérience perceptive. Il y a maintenant deux modèles prédictifs en compétition. Ton modèle automatique, basé sur l'expérience passée, et ton modèle imaginé volontairement. Les données sensorielles réelles vont favoriser le premier modèle, mais pendant un bref instant, tu peux ressentir une sorte de flottement perceptif, une ambiguïté où la chaise semble moins solide dans son identité habituelle. Ce flottement révèle que ta perception normale de la chaise est elle-même une construction prédictive, pas une donnée brute. En testant des prédictions alternatives, tu exposes la construite de toute perception. Voici maintenant la troisième étape. Réinterpréter. Cette étape est la plus subtile et la plus puissante. Elle consiste à observer une expérience sensorielle familière et à chercher consciemment des interprétations alternatives qui minimiseraient l'énergie libre de manière différente. Prenons un exemple concret. Tu entends un bruit soudain et fort à l'extérieur de ta maison. Ton cerveau génère instantanément une prédiction, peut-être un accident de voiture, peut-être quelqu'un qui fait tomber quelque chose, peut-être un coup de feu. Chaque interprétation vient avec un ensemble de prédictions secondaires et une réponse émotionnelle associée. Normalement, ton cerveau va rapidement converger vers l'interprétation la plus probable basée sur le contexte et l'expérience passée. Mais avant cette convergence, il y a un espace de quelques centaines de millisecondes où plusieurs interprétations coexistent. En pratiquant la réinterprétation consciente, tu peux prolonger cet espace et observer comment chaque interprétation génère une réalité subjective différente. L'interprétation accident génère de l'anxiété et une préparation à agir. L'interprétation objet tombé génère de la curiosité neutre. L'interprétation coup de feu génère de la peur et une activation du système de survie. Même stimulus sensoriel, mais trois réalités subjectives radicalement différentes selon la prédiction dominante. Voici maintenant comment ces trois étapes forment un cycle intégré qui transforme ta perception quotidienne. Remarquer te rend conscient que tu vis dans un modèle prédictif. Tester te montre que ce modèle est flexible et peut être modifié. Réinterpréter te donne un contrôle partiel sur quelle prédiction devient dominante. Répéter systématiquement, ce cycle développe ce qu'on pourrait appeler une métaconscience de la perception. Tu ne perçois plus naïvement le monde comme une donnée brute qui entre dans ton cerveau. Tu observes le processus de construction prédictive lui-même. Cette métaconscience a des implications pratiques immédiates. Quand tu es dans une conversation tendue, au lieu de réagir automatiquement aux mots de l'autre personne selon tes prédictions habituelles sur leurs intentions, tu peux remarquer tes prédictions, tester des interprétations alternatives et choisir consciemment une réinterprétation qui minimise l'énergie libre de manière plus adaptative. Cela ne change pas les mots prononcés. Cela change la réalité subjective que tu habites pendant la conversation. Mais attention à une limite importante, cette pratique ne te donne pas un contrôle absolu sur ta perception.
Tu ne peux pas décider arbitrairement de voir des licornes dans ta chambre. Les contraintes imposées par les données sensorielles réelles restent puissantes. Ce que cette pratique te donne, c'est un contrôle sur la pondération relative de tes prédictions et de tes données sensorielles, et sur le choix de quelle prédiction parmi plusieurs alternatives devient dominante dans les situations ambiguës, et les situations ambiguës, celles où les données sensorielles ne déterminent pas une interprétation unique, sont beaucoup plus nombreuses que tu ne le crois. La plupart des interactions sociales sont radicalement ambiguës. Le ton de voix de quelqu'un, son expression faciale, le choix de ses mots peuvent tous être interprétés de multiples manières. Ton cerveau converge rapidement vers une interprétation selon tes prédictions habituelles. Mais avec la pratique, tu peux ralentir cette convergence et explorer l'espace des interprétations alternatives. Voici un dernier exercice qui intègre tout. Choisis une expérience sensorielle quotidienne que tu tiens pour acquise, disons le goût de ton café du matin. Demain matin, avant de prendre ta première gorgée, remarque les prédictions que ton cerveau génère sur le goût que tu vas expérimenter. Ton cerveau prédit déjà l'amertume, la température, la texture. Maintenant, prends la gorgée et observe l'instant exact où tes prédictions rencontrent les données sensorielles réelles. Y a-t-il un écart? Le café est-il exactement comme prédit ou y a-t-il une petite surprise? Cette micro-observation transforme un acte automatique en une fenêtre sur le mécanisme de construction de ta réalité. Répète cela avec différentes expériences sensorielles tout au long de ta journée. Chaque fois, tu entraînes ta capacité à observer la couture entre prédiction et perception. Et à mesure que cette capacité s'affine, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Ta perception du monde devient simultanément plus fluide et plus précise. Plus fluide parce que tu réalises que beaucoup de tes certitudes perceptives sont des constructions flexibles. Plus précise parce que tu commences à détecter les erreurs de prédiction subtiles que tu ignorais auparavant. Voici maintenant la livraison de la promesse que nous avons faite au tout début. Le monde que tu perçois est une hallucination contrôlée par tes prédictions. Cette phrase n'est pas une métaphore provocatrice. C'est une description littérale et précise du mécanisme qui génère ton expérience consciente. Chaque couleur, chaque son, chaque sensation tactile que tu expérimentes en ce moment même n'est pas une représentation fidèle du monde extérieur. C'est un modèle génératif que ton cerveau construit activement en minimisant constamment l'écart entre ses prédictions et les signaux sensoriels bruts qu'il reçoit. La différence entre ta perception normale et une hallucination pathologique n'est pas de mais de degrés. Dans les deux cas, ton cerveau génère une expérience perceptive. La différence est que dans la perception normale, cette génération est fortement contrainte par les données sensorielles. Dans l'hallucination, les prédictions deviennent si dominantes qu'elles s'émancipent des contraintes sensorielles. Mais le mécanisme sous-jacent est identique. Cette révélation relie maintenant 3 domaines que nous pensions séparés: l'énergie libre, la conscience et le libre arbitre. Ton cerveau minimise l'énergie libre en construisant un modèle prédictif du monde. Ce modèle prédictif génère ton expérience consciente et ta capacité à agir volontairement émerge de ta capacité à minimiser l'énergie libre par l'action plutôt que par la mise à jour du modèle. Le libre arbitre n'est donc pas une propriété mystérieuse qui transcende les lois physiques. C'est une conséquence directe du fait que ton cerveau peut minimiser l'énergie libre de 2 manières: en changeant son modèle interne pour correspondre au monde, ou en changeant le monde pour correspondre à son modèle. Quand tu lèves ton bras, ce n'est pas une volonté désincarnée qui commande l'action. C'est ton cerveau qui prédit l'état sensoriel correspondant au bras levé,
puis qui envoie les commandes motrices nécessaires pour réaliser cette prédiction. L'intention consciente que tu ressens est l'expérience subjective de cette prédiction motrice de haute précision. Mais alors surgit une question vertigineuse. Si ton expérience consciente est générée par tes prédictions, et si tes prédictions sont basées sur ton expérience passée, alors ta conscience présente est toujours une construction du passé projetée sur le présent. Tu ne vis jamais vraiment dans le moment présent tel qu'il est. Tu vis dans un modèle du présent que ton cerveau a construit en utilisant les patterns extraits de ton passé. Chaque fois que tu reconnais un visage, comprends une phrase ou navigues dans un espace familier, tu ne perçois pas la nouveauté radicale de cet instant unique. Tu perçois une instance d'un pattern déjà connu. Ton cerveau compresse le flux infini d'informations sensorielles en utilisant les structures qu'il a déjà apprises. Cette compression est nécessaire pour que tu puisses fonctionner. Sans elle, tu serais submergé par le chaos de sensations brutes. Mais le coût de cette compression est que tu vis toujours légèrement en retard sur la réalité, dans un modèle simplifié qui privilégie la prédictibilité sur la précision absolue. Voici maintenant la connexion avec la conscience elle-même. Qu'est-ce que la conscience dans ce cadre? Ce n'est pas une substance mystérieuse qui observe passivement les contenus mentaux. La conscience est le processus même de minimisation de l'énergie libre à un niveau hiérarchique suffisamment élevé. Tu deviens conscient d'une perception ou d'une pensée quand l'erreur de prédiction associée à cette perception ou pensée remonte suffisamment haut dans ta hiérarchie corticale pour engager tes modèles de haut niveau sur toi-même et le monde. La conscience n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu fais, un processus actif de modélisation prédictive qui inclut un modèle de toi-même comme agent qui perçoit et agit. Quand ce modèle de soi devient suffisamment détaillé et récursif, quand ton cerveau commence à prédire non seulement le monde, mais aussi ses propres états internes et ses propres processus de prédiction, alors émerge ce que nous appelons la conscience réflexive. Tu ne perçois pas seulement le monde, tu perçois que tu perçois. Tu ne penses pas seulement, tu penses que tu penses. Mais attention, cette compréhension ne réduit pas la conscience à un simple mécanisme mécanique. Elle révèle que la conscience est un processus physique qui émerge nécessairement dans tout système suffisamment complexe qui doit maintenir son intégrité en minimisant l'énergie libre dans un environnement incertain. La conscience n'est pas un épiphénomène inutile. C'est une solution au problème fondamental de l'existence biologique. Comment maintenir une frontière cohérente entre soi et le monde, tout en restant ouvert au flux d'informations et d'énergie nécessaires à la survie. Ton cerveau ne pourrait pas résoudre ce problème sans construire un modèle détaillé et prédictif du monde. Et ce modèle génère inévitablement une expérience subjective. La subjectivité n'est donc pas un accident. C'est une nécessité thermodynamique pour tout système qui doit naviguer dans un monde complexe et changeant. Voici maintenant l'implication la plus radicale de tout cela. Si ta conscience est générée par le processus de minimisation de l'énergie libre, alors modifier ce processus modifie ta conscience. Les pratiques contemplatives qui altèrent ta relation à tes pensées et perceptions ne font pas que changer le contenu de ta conscience. Elles changent le processus même de génération de la conscience. Quand tu médites et observes tes pensées sans t'identifier à elles, tu changes la pondération de précision que ton cerveau accorde à ses prédictions de haut niveau sur toi-même. Tu réduis la rigidité de ton modèle de soi. Quand tu pratiques la présence attentive aux sensations brutes, tu augmentes la pondération accordée aux données sensorielles par rapport aux prédictions conceptuelles. Tu te rapproches d'un contact plus direct
avec les signaux sensoriels avant qu'ils ne soient compressés par tes modèles prédictifs habituels. Ces pratiques ne sont donc pas des exercices mystiques sans fondement. Ce sont des interventions précises sur les paramètres du système de minimisation de l'énergie libre qui génère ta conscience. Et voici la fermeture de la boucle de curiosité numéro 1. Tu te souviens de la question initiale? Pourquoi ton cerveau prédit-il systématiquement avant de percevoir? Et qu'est-ce que cela révèle sur la de ta conscience? La réponse est maintenant complète. Ton cerveau prédit avant de percevoir parce que c'est la seule manière de minimiser l'énergie libre dans un monde où l'information sensorielle est toujours trop lente, trop bruitée et trop ambiguë pour permettre une action rapide et adaptative. Et ce que cela révèle sur ta conscience, c'est qu'elle n'est pas un miroir passif du monde. C'est un processus génératif actif qui construit ta réalité subjective moment après moment, en équilibrant constamment prédictions descendantes et données sensorielles montantes. Tu n'habites pas le monde réel. Tu habites ton modèle du monde, un modèle qui évolue et s'affine constamment, mais qui reste toujours une construction, une hallucination contrôlée par les contraintes thermodynamiques de la minimisation de l'énergie libre. Et prendre conscience de cela, vraiment le comprendre viscéralement, change tout sur la manière dont tu te rapportes à ta propre expérience. Résumons maintenant le voyage que nous avons parcouru en 3 temps. Ce que tu croyais, ce que tu as découvert, ce que cela signifie. Au début de cette exploration, tu croyais probablement que ta perception était un processus passif. Tu pensais que tes yeux capturaient la lumière, que tes oreilles capturaient le son, et que ton cerveau assemblait ces informations en une représentation fidèle du monde extérieur. Tu croyais que voir, c'était recevoir, que percevoir, c'était enregistrer, que ta conscience était un miroir transparent qui reflétait la réalité telle qu'elle est. Cette vision intuitive de la perception est celle que nous héritons de notre expérience quotidienne, où le monde semble simplement être là, stable et objectif, attendant d'être découvert par nos sens. C'est une illusion confortable qui nous permet de naviguer dans le monde sans questionner constamment la de notre propre expérience. Mais voici ce que tu as découvert à travers cette exploration. Ton cerveau ne perçoit pas le monde. Il le prédit activement, des milliards de fois par seconde, en utilisant un modèle génératif complexe construit à partir de toute ton expérience passée. Chaque perception est une hypothèse testée contre les données sensorielles. Chaque erreur de prédiction remonte dans ta hiérarchie corticale et déclenche soit une mise à jour du modèle, soit une action pour changer le monde. Ton cerveau fonctionne comme un système thermodynamique qui minimise constamment une quantité appelée énergie libre. Et cette minimisation génère tout ce que tu expérimentes comme ta réalité consciente. La différence entre perception normale et hallucination n'est pas une différence mais de calibration. Dans les 2 cas, ton cerveau génère une expérience perceptive, mais dans la perception normale, cette génération est fortement contrainte par les données sensorielles, tandis que dans l'hallucination, les prédictions s'émancipent de ces contraintes. Tu ne vis pas dans le monde réel. Tu vis dans un modèle prédictif du monde, constamment mis à jour, mais toujours une construction. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ta compréhension de la réalité et de toi-même? Premièrement, cela signifie que l'objectivité absolue est une illusion. Il n'existe pas de perception pure, non contaminée par tes attentes, ton histoire, tes besoins biologiques et tes modèles conceptuels. Chaque fois que tu affirmes percevoir quelque chose objectivement, tu perçois en fait une construction prédictive qui intègre tes biais, tes prédictions et tes priorités. Mais cela ne signifie pas que tout est subjectif au point de rendre impossible toute connaissance partagée.
Les contraintes du monde physique sont réelles et puissantes. Elles imposent des limites strictes sur les modèles que ton cerveau peut construire sans générer des erreurs de prédiction insoutenables. C'est pourquoi nous parvenons à un consensus intersubjectif sur la plupart des aspects du monde. Nos modèles prédictifs doivent de tous respecter les mêmes contraintes causales du monde physique. La réalité n'est ni purement objective ni purement subjective. Elle émerge de l'interaction entre les contraintes du monde extérieur et les processus prédictifs de ton cerveau. Deuxièmement, cela signifie que ta conscience n'est pas une chose, mais un processus. Tu n'as pas une conscience qui observe passivement tes pensées et perceptions. Tu es le processus dynamique de minimisation de l'énergie libre qui génère constamment ton expérience. Chaque fois que tu te demandes ce que tu ressens vraiment, tu modifies déjà ce que tu ressens par l'acte même de le questionner. Ton cerveau génère une nouvelle prédiction sur ton état interne. Compare cette prédiction avec les signaux interoceptifs et l'erreur de prédiction résultante change ton état émotionnel. Il n'y a pas de niveau fondamental où tu peux trouver ton vrai moi, séparé du processus de modélisation. Ton moi est le modèle que ton cerveau entretient sur toi-même, un modèle constamment mis à jour et reconstruit. Cette réalisation peut être vertigineuse, mais aussi libératrice. Si ton moi est un modèle, alors il peut être transformé en transformant le processus de modélisation lui-même. Troisièmement, cela signifie que tu as plus de pouvoir sur ta réalité subjective que tu ne le pensais, mais moins de contrôle absolu que tu ne le souhaiterais. Tu peux intervenir sur les paramètres de ton système de minimisation de l'énergie libre. Tu peux changer la pondération de précision que tu accordes à tes prédictions versus tes données sensorielles. Tu peux cultiver la flexibilité de tes modèles ou leur rigidité selon le contexte. Tu peux apprendre à remarquer tes prédictions automatiques avant qu'elles ne se cristallisent en perceptions rigides. Mais tu ne peux pas décider arbitrairement de voir le monde d'une manière qui violerait massivement les contraintes physiques réelles. Ton cerveau est ancré dans un corps qui interagit avec un monde physique, et cet ancrage impose des limites sur les hallucinations contrôlées que tu peux maintenir. La sagesse consiste à comprendre cette zone intermédiaire, assez de flexibilité pour ne pas être prisonnier de tes prédictions habituelles, assez de contraintes pour rester fonctionnel dans le monde partagé. Mais notre exploration ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons découvert sur la perception prédictive et l'énergie libre ouvre une porte vers des questions encore plus profondes. Si ton cerveau minimise l'énergie libre en construisant des modèles prédictifs, et si ces modèles fonctionnent à toutes les échelles temporelles, du traitement sensoriel en millisecondes au plan de vie sur des décennies, alors qu'arrive-t-il quand nous considérons le niveau quantique de la réalité? Les processus quantiques dans les microtubules neuronaux pourraient-ils influencer la manière dont ton cerveau génère ses prédictions? La fonction d'onde quantique pourrait-elle être elle-même un type de prédiction probabiliste qui s'effondre en une réalité classique selon des principes similaires à la minimisation de l'énergie libre? Ces questions nous mèneront au-delà de la neuroscience classique vers les intersections vertigineuses entre physique quantique, conscience et le principe de l'énergie libre étendu à l'échelle cosmique. Si ce voyage à travers les mécanismes de ta perception a ouvert quelque chose en toi, si tu sens que ta relation à ta propre expérience a commencé à se transformer, alors abonne-toi à la chaîne El Observador Quantico. Le prochain chapitre de cette exploration plongera dans les implications quantiques de la conscience prédictive, là où les certitudes de la physique classique se dissolvent dans les probabilités quantiques et où la frontière entre observateur et observé devient radicalement floue. Nous allons explorer comment le principe de l'énergie libre pourrait s'appliquer non seulement à ton cerveau,
mais à l'univers entier, et comment ta conscience pourrait être un processus qui participe activement à l'effondrement de la fonction d'onde quantique. C'est un territoire où les neurosciences, la physique quantique et la philosophie de l'esprit convergent vers des questions ultimes sur la de la réalité. Si tu es prêt à dissoudre encore plus de certitudes et à explorer les abysses les plus profonds de ce que signifie être conscient dans un univers quantique, le prochain épisode t'attend. La réalité que tu croyais connaître n'était que la première couche. Maintenant, nous allons peler la suivante.